Voilà, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce Café des libraires. Voilà, on va commencer en douceur. Vous n'êtes pas très nombreux et c'est dommage parce que les auteurs qui sont ici présents sont des auteurs formidables et leurs livres sont très attachants. Vous allez pouvoir en juger. Le Café des libraires, comme son nom l'indique, est animé, chaque plateau est animé par un libraire. Et celui que nous accueillons ce matin pour la première fois, c'est Alain Bellier de la librairie Luciole à Vienne. Alors, la librairie Luciole qui fête ses 40 ans, qui a été fondée par un monsieur qui viendra aussi sur le plateau animer des débats. Je crois que vous allez fêter ça, on en a parlé déjà un petit peu hier, on en reparlera avec lui. Et donc ce plateau s'intitule Triangle amoureux. Alors nous recevons sur ce plateau avec nous Stewart Onan, qui sera interprété par son traducteur, par le traducteur de son livre, Marc Amfreville, que je suis contente de revoir à cette occasion ici à Vincennes. Et puis à côté de Alain, de l'autre côté d'Alain, alors je n'ai pas pensé à lui demander comment se prononce son nom, peut-être le sais-tu Alain, Wutran, voilà, qui est donc avec nous pour nous parler, lui, de son livre qui s'intitule « Disparu à Las Vegas », qui a été traduit par Nathalie Bru et qui est paru au Mercure de France. Et puis, à côté, et donc, j'ai pas dit que un truc sera traduit par Célie Rigourdière. Voilà, bienvenue Célie. Et puis, nous avons aussi sur ce plateau Molly Prentice, qu'on aurait pu mettre à côté de notre libraire quand même, la seule femme écrivain qui est sur ce plateau ce matin, qui sera traduite par Chloé Billon. Et qui va nous parler d'un livre qui s'intitule New York Esquisse nocturne, paru chez Kahneman Levy et traduit par Nathalie Bru. J'ai fait une erreur tout à l'heure ou pas? Non, je vais revérifier tout à l'heure. Voilà. Alors, le principe du Café des libraires, c'est de vous donner envie de continuer la rencontre avec les auteurs. Voilà. Et puis, à chaque fois, il y a les auteurs à travers les livres, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ils signent leurs livres directement après le Café des libraires, ensuite, dans la pièce à côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'à chaque fois, nous avons des lecteurs qui viennent lire la première page du livre pour vous faire entendre un petit peu la musique de leurs propres mots. Et ils font partie d'un atelier de lecture à voix haute qui s'appelle Sorbonne Sonore et qui est animé par les livreurs que vous avez peut-être vus à l'œuvre hier soir dans le bal à la page. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite, je crois, Alain, par le livre de Wutran, Disparu à Las Vegas, paru chez Mercure Noir. Et donc... je te laisse. Alors oui, non, je vais faire la présentation d'abord, c'est ça. Je n'ai pas repris mon rythme ce matin. Ça va venir, ça va venir. Alors, moi, ce que je sais de lui, c'est qu'il est né à Saïgon, qu'il a grandi dans l'Oklahoma après avoir quitté le Vietnam et donne aujourd'hui des cours de creative writing à l'université de Chicago. Et ce livre-ci, est son premier roman. Voilà, Alain, à toi de jouer pour nous présenter le livre et puis ensuite on écoutera un extrait. Merci Matt. Ça marche le micro? Oui. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors on va commencer par donc, ce premier roman de Wutran, Disparu à Las Vegas. Alors, la thématique est le triangle amoureux. On verra que quelquefois on ne fera que l'effleurer puisque le triangle amoureux n'est pas si amoureux que ça. Mais pour ce premier livre, donc ça commence comme un roman noir, un polar. On a un flic un peu nerveux, Robert, flic d'Auckland, qui était marié avec une personne qui vient elle aussi de Saïgon, donc immigrée vietnamienne, donc Suzy. Ils ont été mariés 8 ans et un jour Suzy le quitte. Et elle le quitte pour quelqu'un, donc un baron de la pègre vietnamienne de Las Vegas. Et Robert a réellement du mal à se remettre de cette séparation. Mais 2 ans après, Suzy disparaît. Et la personne vers qui va se retourner donc Sonny pour retrouver sa compagne va être donc ce flic Robert. Je pense qu'on peut passer à la lecture, c'est juste pour vous introduire un petit peu le début de ce livre. Alors, la lecture, c'est Anne-Laure Delaunay qui nous la donne ce matin, donc
des Sorbonnes sonores et c'est pour tous les romans la première page. Il était 3 heures du matin. À 2 minutes derrière la porte d'entrée de mon appartement plongé dans le noir, j'observais la galerie déserte à travers le Judas. J'avais parlé d'une petite voix enfantine, comme la voix d'un autre venu du fond d'un puits. « Qui est là ?» répétai-je plus fort, avec davantage de conviction cette fois. Dehors, la lumière tressaillit, mais il n'y avait devant moi que la balustrade et la vague silhouette des arbres au-delà. J'attrapais la veste de mon uniforme sur le plan de travail de la cuisine et l'enfilai. Le flingue calé dans mon dos, j'ouvris lentement la porte, laissant pénétrer l'air frais de décembre. Les poils de ma poitrine et de mes jambes se hérissèrent. Je fis un pas dehors. Personne dans la cage d'escalier. Personne près des boîtes aux lettres. Une rafale de vent venue de la baie manqua de me déstabiliser. Je me penchai par-dessus la rambarde. Dans la cour sombre 2 étages plus bas, la constellation de guirlandes de Noël blanches oscillait entre les ormes. De retour à l'intérieur, je donnai un tour de clé, puis j'allais me recoucher, me glisser dans la chaleur des couvertures comme si je m'enveloppais de l'obscurité de la pièce. Les 2 coups de la porte qui m'avaient réveillée résonnaient dans ma tête, sonores et impatients cette fois, tellement pleins de l'écho de la nuit que je me demandais à nouveau si j'avais réellement entendu quelque chose. Des coups frappés dans un rêve avaient-ils le pouvoir de réveiller ? J'attendis quelques minutes avant de reposer le flingue sur la table de chevet. « Personne ne peut te faire du mal sinon toi-même », disait dans le temps mon père, un fervent athée. J'avais pris ça moins comme un précepte que comme un reproche, car il savait plus que quiconque à quel point je pouvais me montrer égoïste et irréfléchi. Mais qu'il ait essayé de me convaincre de me méfier de mes réactions ou juste naïvement chercher à me rassurer sur le monde, j'ai choisi, depuis 20 ans que je suis dans la police, de croire en ces mots comme on croit aux extraterrestres ou au paradis. J'en ai fait un mantra qui nourrit mon instinct de survie. Les flics ont aussi peur que n'importe qui, mais on acquiert sur le terrain une forme d'intrépidité qu'on porte comme un 2e uniforme et que les gens perçoivent, comme s'ils sentaient une ombre poser sa main sur leur épaule. Intimidés ou pas, ils réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre à nous. C'est une armure taillée dans la foi, un vœu gravé dans la pierre. Il en va de même pour un soldat rentré du front, ou un prêtre, un magicien. Sans cette armure, sans ce rôle, tout n'est qu'une pièce froide et sombre dans la nuit. Mon téléphone sonna à 6 heures le lendemain matin, 1 heure après mon réveil. J'étais déjà en uniforme, une tasse de café à la main et presque sur le départ. J'eus à peine le temps de décrocher que la communication s'interrompit. Exactement comme la veille. Gagnant la fenêtre, je jetai un coup d'œil sur le parking à travers les lamelles du store. Rien ne bougeait à cette heure si matinale, et le jour n'était encore qu'une nuance rétive de la nuit. Je fermai le poing gauche, puis le rouvris. Mes doigts avaient guéri en même temps que se formait la cicatrice rose à mon poignet, mais le feu d'une douleur inoubliée s'alluma de nouveau. Je restai là, le regard perdu sur le parking, le temps de terminer mon café. Merci beaucoup. Alors ce n'était pas tout à fait la première page du livre. En fait, c'est la première page du premier chapitre où l'on entend le narrateur Robert, donc le flic qui s'exprime. Mais il y a une première page, et je pense que tu en parleras, qui est importante aussi. Voilà. Mais du coup, c'est même bien d'avoir commencé, parce que cette première page, on ne peut ne pas la comprendre. Donc là, on entend tout à fait la voix de Robert et l'état d'esprit dans lequel il est. Donc il est dans une espèce d'errance depuis le départ de Suzy. Comme je le disais en introduction, donc au départ, ça démarre vraiment comme une enquête, puisque Sonny, ce baron de la PEG, va venir chercher Robert pour aller rechercher cette femme. Et à partir de là, moi, j'aimerais quand même interroger donc Vutran tout de suite sur la genèse de ce livre, puisqu'on a entendu en introduction que lui aussi était né à Saigon. Quand on voit les remerciements à la fin du livre, on se rend compte que beaucoup de prénoms sont aussi des prénoms du personnage, et on sent que c'était une histoire très personnelle que Vutran avait besoin d'exprimer
au travers le prisme de la littérature. Yes. Like the characters in the novel, particularly Robert's ex-wife and her daughter, my mother and I and my sister, we also escaped Vietnam after the war. We also left by boat. We escaped by boat and, excuse me, and we were refugees on an island in Malaysia, off the coast of Malaysia, a place called Pulau Bidong. So, and I was on that island for about 4 months until my father actually left before I was born. And you should probably, yeah, yeah. And then we were sponsored to America by my father, who had arrived in America by then. And so that kind of superficial backstory is similar to what happens to the characters in the novel. Oui, alors effectivement, tout comme certains personnages, et plus particulièrement l'ex-femme de Robert, mais également la fille de cette femme, j'ai certaines similitudes je partage certains traits avec ces personnages, puisque moi-même, ma sœur et ma mère, nous avons quitté le Vietnam après la guerre, nous avons fui le Vietnam en bateau, et nous avons passé notamment 4 mois dans un camp de réfugiés sur une petite île au large de la Malaisie, du nom de Plabidon. Mon père, lui, avait déjà fui le Vietnam plus tôt, et c'est par la suite qu'il a pu nous parrainer depuis les États-Unis pour que nous puissions, nous aussi, venir nous installer là-bas. Donc effectivement, cette toile de fond, je la partage avec certains de mes personnages. Alors ça démarre, je le disais, comme un polar, mais on se rend compte très vite que le récit va prendre différentes formes. Donc on comprend bien avec le passé personnel de Vutran qu'il y a il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de recherches journalistiques, puis ça sent le vécu. Et pourquoi, du coup, avoir choisi cette forme au départ du roman noir, du polar, pour évoquer finalement des choses très profondes, et notamment le sort des réfugiés et l'errance dans laquelle ils se trouvent quand ils arrivent sur un nouveau territoire? Well, I think there are a lot of reasons. I mean, I think noir by definition, crime fiction, detective fiction, whatever you want to call it, but noir is essentially about incomplete knowledge, about the stories in the shadows that are kind of partly told or not told at all, and that ambiguity is very compelling, of course, which is why we all enjoy mysteries and noir, whether it's noir cinema or noir fiction. And I feel like there's a similarity to that kind of genre or those ideas to, say, the immigrant narrative. I think the idea of an immigrant carrying around stories from the life that they left behind, the world they left behind, is also very compelling. And though some immigrants are willing to share their stories, many immigrants, especially refugees, are not as willing and sometimes unable to share those stories. And I've always been interested in their reasons for not sharing those stories. Oui, alors effectivement, à cela, il y a plusieurs raisons pourquoi ce genre noir, ce genre du roman policier, peu importe le nom qu'on lui donne finalement, eh bien, c'est finalement parce que ce qui caractérise ce genre, c'est une connaissance imparfaite, morcelaire de l'ensemble de l'histoire qui comporte finalement des pans entiers d'ombre qui restent à découvrir. Et je crois que c'est bien cette ambiguïté finalement qui rend ce genre littéraire ou ce genre de cinéma si attrayant. Et je crois que c'est finalement assez similaire à ce qui se passe dans le parcours de vie de ces immigrés qui emportent avec eux une histoire d'un lieu inconnu, une histoire qui appartient à leur passé. Je crois que là aussi, c'est quelque chose de très attrayant. Alors, évidemment, certains de ces réfugiés, certains de ces immigrés sont tout à fait enclins à partager cette histoire, mais pour d'autres, c'est nettement plus difficile. Et c'est là que le récit va prendre une forme. Alors, Matt parlait de la première page qu'on n'a pas lue, où cette enquête va être entrecoupée donc, d'un journal intime de Suzy. Et le livre là prend toute sa dimension, parce que quand on parlait d'une connaissance parcellaire avec une enquête à résoudre, là le journal va réellement apporter beaucoup d'informations. Et là on va aborder la thématique du secret et se rendre compte que notamment Robert, en étant marié 8 ans à cette femme, connaissait très très peu de choses du passé de cette femme.
Yeah, I always thought of the novel as simply a novel about a bad marriage. And it's a bad marriage mostly because one person is desperately in love with the other, but the other person does not, refuses them access to them, to their backstory, to their life. And that refusal has, of course, bad consequences. Moi, j'ai toujours conçu ce roman finalement comme l'histoire simplement d'un mariage malheureux, c'est-à-dire avec une personne qui est éperdument amoureuse d'une autre personne qui, elle, ne lui donne pas accès à sa vie personnelle. Suzy qui refuse l'accès à son passé à Robert, et évidemment, ce refus n'est pas sans conséquence. Il y a quand même un troisième personnage, hein. On a parlé de triangle, mais il y en a un troisième. Oui, le personnage du... Alors, c'est dur en un quart d'heure de parler de beaucoup de choses. Donc, Sony, on l'a abordé, donc ce baron de la pègre vietnamienne, qui est très, très important, évidemment, dans le reste de l'histoire. On vous laissera le découvrir. Moi, je voulais parler presque d'un quatrième personnage, qui, pour moi, est important. Donc, dans ce roman, on l'a dit, totalement protéiforme, roman d'amour, polar, presque un moment aussi documentaire. C'est la ville de Las Vegas, qui est complètement... Et là, c'est aussi un point commun, puisque... Ce qui nous réunit autour de la table, c'est le triangle amoureux, mais ça aurait pu être aussi ces endroits mythiques des États-Unis. On le verra tout à l'heure pour New York Downtown, on le verra pour Las Vegas, et puis après avec Molly Prentice pour New York, pardon, et puis pour Hollywood. Et là, la ville de Las Vegas est particulièrement bien décrite, sans fioritures, sans faux semblants. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Je sais que vous habitez Chicago. Comment avez-vous été immergé dans cette ambiance très particulière de Las Vegas, ce lieu de perdition? Oh, okay. Well, I lived there I lived in Las Vegas for 7 years. I went to school there, but I also taught there. And I think it was in my last 4 years that, especially when I started playing poker in Las Vegas and getting to know people who were actually from the city and that lived there for a long time, that I think I really understood the city. How did I immerse myself? I mean, I think it's just a matter of kind of engaging with the residents and understanding that it's a place that brings in a lot of people from elsewhere. And they're often there temporarily passing through. But they're also often people who have left behind lives that they were not satisfied or perhaps even ashamed of. And again, I found that aspect of it interesting, the reasons why they've chosen this city, a city that is usually thought of as fake and dishonest and indulgent, why they chose this lifestyle and what their previous life has to do with that. And that's definitely one of the things that made me interested in writing about the city. Alors, oui, j'ai quand même passé 7 ans dans cette ville, j'y ai étudié, j'y ai également enseigné, et puis également, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au poker, eh bien, j'ai développé beaucoup de relations là-bas, et je pense que je comprends réellement finalement cette ville. C'est pour ça qu'effectivement on peut parler d'immersion dans cette ville de Las Vegas, de résonance avec cette ville qui finalement va venir rassembler des personnes qui émanent de différents endroits du monde et qui ont décidé de laisser leur passé derrière elles, de quitter une vie dont elles n'étaient pas satisfaites, dont parfois elles avaient même honte à certains égards. Et je crois que c'est là encore un aspect très intéressant. C'est un aspect qui en tout cas moi m'interpelle. Alors pourquoi ces gens ont-ils décidé de quitter leur ville pour venir s'installer à Las Vegas, une ville qu'on décrit souvent comme très superficielle, une ville très fausse, une ville en toc? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui, dans leur ancienne vie, a pu les motiver à prendre cette décision? Voilà, ça peut-être à découvrir en lisant la suite de l'histoire que tu nous as donné envie de découvrir. En tout cas, moi je l'ai lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, merci. On va continuer donc avec le livre de Stewart O'Nan, que je félicite
fête car il vient d'obtenir un prix. Il arrive, alors je vais laisser bravo, il vient d'obtenir un prix à Deauville. Marc et lui sont allés pour le recevoir. Marc Amfreville qui va assurer la traduction sur le plateau, mais qui est aussi le traducteur du livre de Stewart O'Nan, Dernier feu sur Sunset, paru aux éditions de l'Olivier. Alors Stewart O'Nan, pour le présenter rapidement, il est né à Pittsburgh. Il est l'auteur de Chansons pour l'absente, Émilie, Les joueurs, publié aux éditions de l'Olivier. Je crois que vous vivez dans le Connecticut. Pittsburgh now. Non, j'ai une mauvaise information, voilà. Vous avez publié votre premier roman en 87, je crois. Voilà, et votre roman Des anges dans la neige a été adapté au cinéma en 2007, je crois. Hein. Et donc là, nous découvrons le dernier livre qui a encore à voir avec ce monde d'Hollywood. Et donc, bon, peut-être d'abord un mot, Marc, sur ce prix. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. C'était comme personne ne le connaît. Enfin, il faut savoir que pendant le festival de Deauville, du cinéma américain, il y a une journée réservée à un prix littéraire. Parce que j'étais le premier à ignorer. Et donc, un peu à brûle pour point, Stewart a été amené à Deauville et a reçu ce prix. Il a été très entouré, très chaleureusement accueilli, et c'était très agréable. Alors non seulement il monte les marches recouvertes de rouge de l'hôtel de ville de la ville de Vincennes, mais il a aussi monté, foulé le tapis rouge du festival du cinéma américain à Deauville. Voilà. Alors on va tout de suite découvrir peut-être de quoi nous parle ce livre, Dernier feu sur Sunset, grâce à Alain Bélier qui va nous le dire. Alors à la librairie Luciole, on adore Stewart O'Nan. Donc quand il y a un nouveau Stewart O'Nan qui va sortir, on est toujours un peu aux abois. On lui a donné d'ailleurs le prix de la librairie pour Chansons pour l'absente, donc il y a déjà quelques années. Donc là, on entend parler d'un nouveau livre de Stewart O'Nan, forcément impatient, qui va parler des 3 dernières années donc de Francis Scott Fitzgerald. Donc on se retrouve en 1937. Donc Fitzgerald, le succès est un peu derrière lui, il est désargenté, il est dans une espèce de dépression, de non-estime de soi. Zelda est internée et Scotty, leur fille, est bien loin puisqu'elle est en pension. Et voilà, pour introduire le livre, on y reviendra après. Là aussi, triangle amoureux, peut-être, on va savoir tout à l'heure. Donc, un extrait du livre lu par Laure Perlot des Sorbonnes Sonores, Laure qui était déjà avec nous hier, donc quelle habitude. Ce printemps-là, il se réfugia dans les Smokies et s'installa dans un petit hôtel qui avait connu des jours meilleurs, proche de la clinique où elle résidait. Une pneumonie pendant la période de Noël avait provoqué une recrudescence de sa tuberculose et il s'en remettait à peine. Le bon air de la montagne était censé l'aider à guérir. Pendant la journée, il restait en peignoir et il écrivait, buvant du Coca-Cola pour se donner de l'énergie, attendant la tombée du jour pour passer au gin. Une petite victoire. Sirotant son verre dans la pénombre de la véranda, tandis que les couples se promenaient parmi les lucioles qui avaient envahi le terrain de golf. Aux abords de la ville, le Highland Hospital surplombait la ligne de crête. Un palais gothique dont les flèches transperçaient le nuage, digne résidence d'une princesse ensorcelée. Il n'avait pas les moyens de le lui offrir, de même qu'il n'avait pas pu payer les cliniques privées qu'ils avaient essayées auparavant, mais il avait fait valoir son dénuement matériel et obtenu de haute lutte un rabais des administrateurs, suppliant son agent de lui trouver de l'argent. Une forme de crédit particulièrement onéreuse, puisqu'on lui avançait des sommes conséquentes contre des histoires qu'il n'avait pas encore imaginées. Il n'avait guère le choix. À Pratt, elle était trop livrée à elle-même. Elle s'était étranglée avec une tête d'oreiller préalablement déchirée, et elle avait bien failli réussir, comme en témoignait la marque livide qui lui barrait la trachée artère. Une nuit, alors qu'elle était sanglée sur son lit, l'archange Michel lui était apparu, nimbé de lumière, et lui avait dit que le monde allait être détruit si elle ne parvenait pas à amener les 7 nations à se repentir.
De ce jour, elle s'était habillée en blanc et mise à apprendre la Bible par cœur. Dans les tableaux qu'elle peignait, les damnés sans visage se tordaient au milieu des flammes. Merci Laure. Alors Stewart, aujourd'hui, vous avez une œuvre assez considérable. Je crois qu'on a eu 11 romans, c'est le 11e roman traduit en France. Et quand on les voyait tous sur le stand, tous aussi bons les uns que les autres, les visiteurs du stand nous disent « Mais quelle est la thématique commune entre tous ces livres? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce travail d'écriture? Est-ce que vous avez quelque chose ce qui nous fera enchaîner sur la question « Pourquoi Fitzgerald ?» Well, first, thank you for saying they're all so wonderful. They're not all going to be good, I think. The connection between all of them, especially with the Fitzgerald book, I think about people that have lost everything and have to find a way to go on, a way to endure. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de trouver mes livres merveilleux. Ils ne le seront pas toujours tous. Et la ligne de ces livres, enfin, ce qui les unit, c'est un personnage qui est perdu, qui a tout perdu et qui est perdu. And thinking of Vautrin's answer, the idea of the noir being about incomplete knowledge, also being haunted, haunted by your past. And that past is also part of the triangle, because you've got the past, the present, and then you have to figure out what to do with it. Je voudrais reprendre ce que disait Tran tout à l'heure sur la littérature noire, c'est-à-dire le roman noir, comme une littérature du fragmentaire, de l'incomplet. Bien, précisément, ce qui m'intéresse, c'est cette littérature qui, à travers la perte, va savoir, comme ça, faire passer quelque chose de la hantise, du passé qui nous hante, des lieux qui nous hantent, des autres personnages qui nous hantent. And with Fitzgerald, you have Zelda, who is sort of the ghost of his former life, and their happiness together. It's all gone. Et dans le cas de ce livre, bien sûr, le fantôme auquel je pense, c'est Zelda, le personnage donc la femme de Fitzgerald qui reste sur la côte Est pendant qu'il part à Hollywood et qui hante toute sa présence dans le monde du spectacle. And like you said about the past of the immigrant, that the immigrant won't talk about what happened in the past. He's stuck with this. He's stuck with all these feelings, and he can't give them to anybody else. Et de la même façon que pour les immigrants, enfin, que les immigrants ont du mal ou refusent de parler du passé, il garde les émotions qui concernent sa femme, il les garde en lui et elles l'agissent d'une certaine façon. Donc là, on comprend tout naturellement que donc, Stewart va s'intéresser à un auteur qui, en 1936, écrit un livre qui s'appelle La Fêlure et qui dit à l'intérieur « Toute vie est un processus de démolition ». Yes, and he has to fight against that idea. He has to think, where is my second chance? Where is my second act? Et précisément, je suis d'accord avec cette idée d'entreprise de démolition, mais le travail de Fitzgerald, enfin de la personne qui est Fitzgerald dans ce livre, c'est bien de lutter contre cette détérioration. Où est ma deuxième chance? Où est-ce que je vais pouvoir avoir une seconde chance? And I see the book as the process of him regaining his love of life and his love of writing. And he regains it through romance. He falls in love. Et je vois ce livre comme une façon de retrouver la confiance en moi, de retrouver l'inspiration, d'écrire un nouveau livre. Et la façon qu'il a de retrouver tout cela, c'est à travers l'amour, d'où ce triangle dont on parle, il tombe amoureux. Voilà, donc on va présenter ce troisième personnage, donc Zelda, qui est dans cet asile psychiatrique ou en maison de repos, Francis Scott Fitzgerald, et un autre personnage, donc une journaliste mondaine, Sheila Graham, qui a à peu près une vingtaine d'années de moins que Scott Fitzgerald. And fascinating, a fascinating woman far ahead of her time. Like Zelda was ahead of her time for the 20s, Sheila Graham is strong, ambitious, capable. She doesn't need Scott. And I think Scott is attracted by that. Et ce personnage est un personnage très fort, de la même façon que Zelda dans les années 20 était un personnage très en avant, enfin une femme très en avant sur son temps. Sheila Graham est elle aussi une femme indépendante, très forte, une femme professionnelle.
Ce personnage, enfin cette personne attire Fitzgerald pour cette raison. Alors, on sent justement, ce personnage l'attire et va aider à cette reconstruction, parce que la démolition c'est une chose, mais ce qui intéresse, ce n'est pas un... C'est un livre lumineux, hein. On n'est pas dans un livre plombant du tout. Et ce qui est très très intéressant dans le travail de Stewart, c'est qu'on sent qu'il y a une documentation très très forte, un travail quasi journalistique pour aller chercher au plus près la complexité du personnage de Scott, et pas que de Scott, tous ces personnages. Alors on parlait de Zelda et également de Sheila Graham, mais on a également d'autres personnages secondaires qui sont aussi très très importants. And very fun to work with. You get to work with characters like Humphrey Bogart and Dorothy Parker and Ernest Hemingway. It's exciting and a bit dangerous, and that brings a little extra spice to the work, I think. Vous aurez reconnu le nom des personnages qu'on croise pendant la vie de Fitzgerald à Hollywood. Tout ça est très excitant, c'est amusant, divertissant de devoir travailler avec des personnages, de faire des recherches sur des personnages pareils pour les intégrer à une intrigue. Et là encore, il y a donc un décor, une ville qui va faire office quasiment de 4e personnage principal. C'est Hollywood et son industrie du cinéma, puisque pour survivre, puisqu'on ne parle même plus de vivre, mais survivre financièrement, Fitzgerald va écrire des scénarios pour la MGM. Enfin, il va essayer, ça va être un peu compliqué. Et là, il y a une critique très acerbe de cet âge d'or d'Hollywood et de cette industrie du cinéma. I'd like to, well, Stephen King says, a book takes you away. And it's true when you're a writer as well. The book takes you away to the place where it's happening. And I thought, what better place to go than sort of the MGM studio or the Garden of Allah in 1937. Stephen King dit qu'un livre est là pour vous emporter quelque part, et quel meilleur endroit vers lequel être emporté que le Hollywood de ces années avec tous les les acteurs célèbres qu'on vient de citer. And I wanted also to use Los Angeles to revive Fitzgerald's senses. Los Angeles is often written about as sort of a dead and gray and boring and awful town, but to a person from the Midwest going there, it's a garden, right? It is always in bloom. It's gorgeous. The mountains are there. The sea is there. Here he is walking on the beach barefoot in Malibu. It awakens him again. Et il s'agit aussi d'un lieu d'éveil pour lui, c'est-à-dire que Los Angeles est souvent présenté comme un lieu terne, gris. Et pour lui, là, il y a pour un homme du Middle West qui se déplace comme ça vers la Californie, il y a la rencontre d'un lieu qui est aussi fait de sensualité. Il va marcher pieds nus sur la plage, et ça fait partie de sa résurrection, son essai de résurrection. Ouais, c'est vrai que aussi dans le livre, on voit ce que tu disais tout à l'heure, toute la violence et la dureté de ce monde hollywoodien où dans le temps de la flamboyance, tout le monde aime, tout le monde est ami, et puis dans le temps de la disgrâce, on se sent un peu abandonné, et puis il y a tous ces personnages formidables que l'on rencontre, Bogart, etc., etc. Et notamment cette amitié rivale avec Ernest Hemingway, qui est très forte. Alors après, comme la thématique est quand même le triangle amoureux, à la différence des deux livres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lien entre Sheila et Zelda. Yes. Speaking of triangle. Yes, I see. Yes, it's the triangle with Hemingway there. Yes. I think they were true friends. I think they were. I think their feud is a bit overstated by the academics. I think they were very warm toward each other, at least to the end of Fitzgerald's life. Je voudrais préciser tout de même qu'à mon avis, l'amitié entre Hemingway et Fitzgerald est une vraie amitié, que les universitaires ont coutume d'exagérer un peu ce conflit et qu'ils ont toujours été chaleureux l'un envers l'autre, et particulièrement à la fin de leur vie. En conclusion, lisez ce livre qui est beau, poignant, plein de mélancolie, et puis on retrouve encore la grande force vraiment de Stewart, il y a énormément d'empathie pour les personnages, un sens du détail, une incarnation des personnages qui nous mettent au plus près. Honnêtement, un nouveau Stewart Tonnant, on se dit ouais, super. Après, tiens, pourquoi Fitzgerald? Et puis c'est Fitzgerald, mais ça pourrait être une autre personne. Ce livre est réellement formidable. Donc merci. Vous avez compris, c'est Stewart le magnifique.
Hein. Alors, juste 2 citations au début du livre. Je trouve que c'est formidable, les 2 citations de Scott Fitzgerald, parce que ça laisse une grande marge justement à l'écrivain pour s'introduire entre les deux. Il n'y a pas de deuxième acte dans les vies américaines, c'est la première. Et la deuxième, c'est « Rien n'était impossible, tout ne faisait que commencer ». Voilà, bravo. Alors on enchaîne maintenant avec le livre de Molly Prentice, New York Esquisse nocturne, traduit par Nathalie Bru, paru chez Calman Levy. Voilà. Et alors, pour vous présenter Molly Prentice, j'espère que mes informations sont bonnes. On me dit qu'elle est née à Santa Cruz, en qu'elle s'est installée à Brooklyn, qu'elle est diplômée d'une maîtrise de creative writing. Elle a publié de nombreuses nouvelles avant d'écrire un premier roman, paru donc en avril aux États-Unis et encensé par la critique. Voilà. Et en fait, ce livre, il est paru presque en même temps ici. En France, si je ne me trompe alors. Hein. Et donc, on va en découvrir peut-être le contenu grâce à toi, Alain, et puis on en entendra un extrait dans quelques minutes. Alors, le livre de Molly, pour moi, était un énorme coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est un livre que je n'aurais peut-être pas lu d'emblée. J'animais ce café littéraire, donc j'ai lu ce livre, et voilà. Donc j'étais vraiment conquis par ce livre qui a une énergie folle. Donc l'histoire, il y a un peintre d'origine argentine, donc Raúl Angeles, qui a fui la dictature militaire, qui va se retrouver donc dans le New York downtown des années 80. On en reparlera après parce que c'est vraiment des descriptions extraordinaires d'une époque disparue. Alors au départ, c'est un peu caricatural, on se dit c'est un peu un cliché puisque c'est un triangle amoureux qui est donc on a l'artiste qui va croiser le critique James Bennett qui est atteint d'une maladie un peu particulière et là aussi on en reviendra parce que c'est très important, la synesthésie, et la muse Lucie. Mais c'est tout sauf un cliché tellement que ces personnages sont d'une richesse prodigieuse. Donc on va commencer par les lectures et puis on reviendra sur l'histoire ensuite. Alors, donc c'est Chloé Billon qui traduit Molly Prentice et c'est Sébastien Pires-Léal qui va nous lire un extrait du livre, le début. Portrait de Manhattan par un jeune homme. Le corps. Un torse compact, animé par 1 million de groupes musculaires, des quartiers connectés par le réseau sanguin des taxis, les épaules épaisses, robustes de Harlem, les pectoraux puissants de l'Upper East Side et de l'Upper West Side, l'échine de Central Park et les poumons encrassés de Midtown. En descendant encore, juste sous Union Square, le pancréas, entouré de bile, et plus bas les boyaux, la vessie downtown, pleine de clochards, d'alcool, de petites poches de clarté. Et qu'en est-il des parasites qui ont grignoté cette partie basse des intestins? Ceux qui ont dévoré les entrailles des plus défiants des immeubles. Regarde de plus près. Des rues ventricules, des valves bouches d'incendie. C'est là, tout en bas, que loge le cœur battant de la ville. Les oreilles. Comment, s'il le fallait, décrirais-tu ce chant? Celui des pas qu'on fait sur ce béton si sale, le chant des immeubles s'élançant vers le ciel, des regards levés pour suivre un oiseau qui jaillit des fourrés de métal et s'envole par le portail du ciel. Comment le décrirais-tu, jeune inconnu? Il te faudrait au moins 18 musiciens, assurément. Il faudrait laisser monter la fièvre, la fébrilité. Il faudrait un compositeur de génie, assez fin pour saisir ce qu'on se doit de montrer au grand jour, cette fréquence à laquelle pulse un espoir libre et pur. Les pieds. Ça donne envie de partir en courant, dit une voix entendue par hasard, qui palpite au rythme de la musique d'un club dont tu n'es pas encore un habitué. Quoi? Demande une autre voix. Manhattan, répond la première, et le nom de l'île fuse comme un cri de joie. Les membres. Vue du ciel, l'île n'est qu'un bras esselé et replié, jaillissant du corps imposant de Brooklyn.
Ce n'est qu'une fois dedans qu'on se rend compte qu'il s'agit de l'appendice vital, de la main qui agrippe le reste du monde, du muscle où se façonne tout ce qui n'est pas rien, la bouche. Entre dons, l'eau est bonne. L'eau n'est pas bonne, non, mais il y a toujours du vin. Toujours un taxi lorsqu'on en cherche un, sauf lorsqu'on donne l'impression d'en chercher un. Il s'y vend de tout en pagaille. Hot dog, Coca-Cola, bretzel. Quelqu'un interprète une chorégraphie en plein Tompkins Square Park. Regarde sa bouche devenir un O et son corps devenir un S. Entre dons, l'eau est bonne. C'est ce que lance le videur de Max's Kansas City. Mais seulement si tu es sur la liste. Si tu n'y es pas, va voir ailleurs. Les mecs du groupe portent des cravates slim et des Rangers. On expose de l'art sur le trottoir, sur les escaliers de secours, dans les toilettes du fond. Quelqu'un traverse un corridor à quatre pattes en gémissant. C'est de l'art. Un autre balance des saloperies sur Schnabel. C'est de l'art. Un autre encore fredonne la chanson que tout le monde écoute. You're just a poor girl in a rich man's house. Ouh, 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 ouh. Ça aussi, c'est de l'art. Entre donc, marmonne le Virgile hargneux. Quelqu'un fait une scène ce soir et tu es sur le point d'en faire partie. Le visage. Personne ne te reconnaît ici. Pourtant, aussitôt, tu veux que ça change. Merci Sébastien. Alors là aussi, c'était la première page du premier chapitre. Il y a un prologue qui donne un grand coup de poing dans l'estomac, si j'ose dire. Voilà, vous le découvrirez en lisant le livre, et puis peut-être qu'Alain nous un en prologue parlera. qui va quand même amener beaucoup d'intensité narrative au récit, puisqu'on se retrouve en Argentine à l'époque de la dictature policière. On sent que le danger gronde. On est en compagnie donc de Franca, donc la sœur de Raoul, et on va la laisser dans une situation où on va pas être très serein, et ça va vraiment énerver tout l'ensemble du récit, parce que forcément cette scène inaugurale, on va y penser pendant toute la lecture, et on sait très bien qu'à un moment la tragédie va pointer son nez. Donc c'est quelque chose qui amène beaucoup au récit. Je comprends qu'on ait passé ce passage. J'aimerais quand même revenir sur la lecture, parce que je ne sais pas si vous avez vraiment compris cette lecture. On n'a pas donné le titre du chapitre. Voilà, c'est quelque chose d'important, parce que du coup on va solliciter Molly tout de suite, puisqu'on entend en fait les différentes parties du corps de Raoul Angeles s'exprimer. Donc on est sur un livre qui est très très sensoriel. Alors j'aimerais interroger Molly au départ sur la forme, parce que j'ai cru entendre qu'au départ ce livre a été conçu pratiquement comme un recueil de nouvelles. You're exactly correct. I began this book as a series of short stories, and I never thought it would be a novel. I didn't want to write a novel at all. But then a professor that I had in graduate school convinced me to take his novel writing workshop, and I started turning in short stories and trying to pass them off as chapters. And then at a certain point in the class, he said, this needs to be a novel. You need to connect these stories and turn them into a book. And so that's what I did. It was very hard. Oui, vous avez tout à fait raison. Au départ, ce roman n'était pas du tout un roman, c'était un recueil de nouvelles, et je n'avais pas la moindre intention d'écrire un roman. Je ne voulais pas écrire un roman, je ne m'en sentais pas capable. Et puis un professeur, lorsque j'étais en master, m'a invité à prendre part à son atelier d'écriture de romans, ou plutôt un de mes anciens professeurs de master. Et donc j'ai accepté, mais comme je refusais toujours d'écrire un roman, je lui rendais des nouvelles en essayant, en faisant la maline, de les faire passer pour les chapitres d'un roman. Mais il a vu clair dans mon jeu, et un jour il m'a dit « Non mais tu dois vraiment en faire un roman, tu dois créer un lien entre toutes ces nouvelles, parce que ces nouvelles doivent être un roman. » Et voilà, c'est ce qui s'est passé finalement. Mais c'était un processus très difficile. Avec une genèse, oui, qui a dû être assez compliqué de faire le lien du coup entre ces différentes nouvelles au départ.
Yeah. Yes, it Et was- si on ne le sait pas, on ne peut pas s'en rendre compte, parce qu'il y a une cohérence parfaite sur le texte. Yes, this was the major work, the sort of legwork that I did to create this book. Really happened in how to make it have an arc, a narrative arc. That wasn't something that came naturally to me. That was something that I really had to develop over time, and I really had to teach myself how to do it. The other parts came much more naturally to me, creating characters and creating a mood, and using language to evoke sort of the richness of the city. But the narrative arc was something that I really had to read books that were like how to write a novel and figure out how to make the story make sense. Oui, tout à fait. C'était vraiment la partie la plus difficile, de créer une sorte de colonne vertébrale à ce roman, quelque chose qui lui donne un sens, un lien. Ce n'était pas du tout naturel pour moi. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'efforts. Tout le reste, finalement, était beaucoup plus facile. Donc, inventer mes personnages, créer une atmosphère, créer un langage qui puisse évoquer la richesse de la ville. Mais vraiment, pour cette moelle épinière du roman, j'ai dû lire des manuels du genre « Comment écrire un roman ? Comment écrire une histoire qui ait un sens ?» C'était compliqué. Et pour en faire un roman très très réussi, on va revenir sur notre triangle amoureux. Donc Raúl Angales, qui est un peintre argentin, donc débarque dans le New York downtown des débuts des années 80. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce New York que vous décrivez disparu aujourd'hui, où on va croiser Keith Haring, Andy Warhol, Basquiat? Nous dire quelques mots de ce New York que vous décrivez si bien dans votre roman, et votre expérience personnelle, parce que là encore, je crois que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi, ce choc à l'âge de 21 ans quand vous avez débarqué à New York. So I wasn't alive when this book was written. It's about New York in the 70s and about this moment in downtown New York when there was this central hub of artists and creative people and writers that were all sort of existing in the squalor of downtown New York. And I had a similar, obviously much different experience, but when I arrived in New York, it was 2006, and I moved to a very sort of industrial, destitute area of Brooklyn. And I came from California, a small town in California, and I was totally shocked and excited and terrified by this place that I was now living. But I was surrounded by artists living in these industrial lofts. And it was this moment in my life that really changed me and shook me and made me realize that I connected to places where all of this creative energy was coming together at once in the same space. And so I thought I wanted to evoke that energy and that feeling of closeness, physical closeness, of creative energy, and how that kind of propels the people around it. Oui, alors certes, moi je n'étais pas encore née à l'époque de ce roman, puisqu'il évoque les années 70 dans le downtown New York, donc à une époque où ce quartier était littéralement rempli d'artistes, de créateurs, d'écrivains qui vivaient tous serrés les uns contre les autres, pour ainsi dire, dans ce quartier, dans la touffeur de ce quartier. Et moi, j'ai eu une expérience à la fois similaire, bon, bien entendu très différente, parce que ce n'était plus la même époque. Mais quand je suis arrivée en 2006 à New York, je me suis installée dans un quartier industriel plutôt défavorisé de Brooklyn. Et pour moi, qui venais d'une petite ville de Californie, ça a été un énorme choc. Et j'étais à la fois terriblement excitée et complètement terrifiée par ce nouvel endroit où je vivais, et qui était lui aussi plein d'artistes qui vivaient dans ces lofts du quartier industriel. Et cette arrivée à New York m'a véritablement secouée. Et j'ai pris conscience de ce lieu, de la force d'un tel lieu où toutes ces personnes vivent ensemble et où sont connectées par une sorte d'énergie créatrice. Et j'ai également frappé par la qualité physique de cette énergie, par la proximité physique de ces gens et par le fait que ça vous pousse à créer vous aussi. Donc ça, c'est une des facettes du roman. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les aborder, donc c'est quasiment une lettre d'amour à
à cette époque révolue. On va revenir sur ce triangle, donc Raoul Angales, et je vais l'expliquer un petit peu pour éviter le temps de la traduction, tombe amoureux d'une jeune fille qui vient de l'Idaho, qui s'appelle Lucie, qui est barmaid dans une boîte un peu miteuse et qui rêve d'être la muse ou l'égérie. Et on a également un personnage où je vais faire réagir donc Molly, qui s'appelle donc James Bennett, qui lui est atteint d'une maladie qui s'appelle la synesthésie. Et alors là, on a besoin d'avoir quelques mots sur cette synesthésie parce que c'est quelque chose d'absolument remarquablement aussi décrit dans le roman. Et qu'il a encore, on parlait tout à l'heure de romans sensoriels, sensuels, avec Raoul Angales qui va communiquer par les différentes parties de son corps, quelquefois dans le récit. Et là, on a quelqu'un qui a un syndrome qui, lui aussi, lui donne une manière de communiquer tout à fait différente et inhabituelle. So I took this perspective on writing my novel that I wanted to create sort of formal ways of showing the world through each of my characters' eyes. And so through Raoul, we see the world in this really physical way, like the portrait that was read. And you get this bodily sensation of the city and surroundings. And then through James, he's much more mental. He has this cognitive condition, synesthesia, that is really complicated, and his brain works in this really interesting way that sort of no one else's does. And so from his perspective, we're seeing the world in these really associative mental links. So I used formal choices in the book to sort of access the emotional and sensual and mental ways of speaking from the different characters' points of view. Oui, ce qui était très important pour moi et ce que je me suis efforcée de faire, c'était de créer des manières formelles permettant de décrire la manière dont chacun de mes personnages voyait le monde. Et donc, par exemple, Raoul, vous avez pu l'entendre lors de cet extrait, donc ce portrait de la ville au travers de son corps. Raoul voit le monde et perçoit le monde d'une manière très physique. Ce sont des sensations corporelles qui sont sa manière de percevoir la ville. Alors avec James, c'est tout à fait différent. James, c'est quelqu'un de beaucoup plus cérébral, et non seulement c'est quelqu'un de beaucoup plus intellectuel et cérébral, mais il souffre de cette maladie particulière, la synesthésie, qui fait que son cerveau fonctionne d'une manière très particulière, très étrange, ne fonctionne pas du tout comme le cerveau des autres. Et donc, lui, sa manière à lui de voir le monde, c'est de créer des liens, des associations d'idées entre des images. Et voilà, c'est ce que je me suis efforcée de faire, donc par mon style, par mes choix formels, de retranscrire la manière émotionnelle ou plutôt intellectuelle dont mes personnages voient le monde. Cette synesthésie qui va lui faire rencontrer des gens, et quand il voit quelqu'un, il entend des notes de musique ou il voit des couleurs. Donc c'est quand même quelque chose qui existe, hein. Ce n'est pas, du coup on sort un peu du domaine de la fiction. Alors on va être obligé de conclure, mais le destin de ces personnages va se tramer autour d'une toile qui s'appelle, on peut dire ironiquement, le rêve américain, puisque ce rêve américain est finalement un portrait de Lucie qui a été peint par Raoul et acheté par James. Ces personnages vont se retrouver à un moment quasi à la porte du bonheur pour différentes raisons, et la tragédie va les rattraper. Donc on ne va pas aller trop loin dans le récit, de toute façon on n'en a pas le temps, mais c'est un roman haletant de bout en bout qui est là encore, qui mêle toutes ces histoires, et c'est grand coup de cœur de cette rentrée littéraire pour Molly Prentice. Vous avez compris, hein, ils savent faire quand ils sont passionnés pour un livre, les libraires. Hein. Ils vous donnent envie ensuite de le découvrir. Vous pourrez d'ailleurs les faire signer tout à l'heure dans la pièce à côté. Donc je vous rappelle les titres des livres dont on a parlé sur ce premier plateau, grâce à Alain, qui est donc libraire à la librairie La Luciole. La Luciole, j'ai dit. Les Lucioles à Vienne, il me semblait. Luciole tout court, bon d'accord. New York Esquisse Nocturne, donc paru chez Calman Levy et signé Molly Prentice. Le livre de Wutran, Disparu à Las Vegas, paru au Mercure Noir.
et celui de Stewart Onan, Dernier feu sur Sunset, paru aux éditions de l'Olivier. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau et merci à Chloé, Célie et à Marc d'être venus assurer la traduction. Merci beaucoup, merci de votre attention. Dans un instant, 3 autres auteurs vont venir sur ce plateau, puisque vous savez que les